c'est normal parce que comme on est entre filles, donc c'est à l'intérieur de ce milieu-là qu'émergent des leaders. Quand il y a des garçons, on retransmet les valeurs, les relations qu'on a en dehors, dans la famille, dans la société, etc. Par exemple, je l'ai vu ma première année au lycée. Alors que chez les sœurs à Notre-Dame, j'étais leader, j'étais la première de la classe, je faisais les choses normalement, on ne se posait pas des questions. Arrivé au lycée, quand on a demandé des chefs de classe, aucune femme, bon, en plus à l'époque c'était les séries classiques, donc il n'y avait pas aussi beaucoup de filles sénégalaises qui avaient fait du latin depuis le début et tout ça, donc il n'y avait surtout que des touaves, et c'est les garçons qui se battaient pour être chefs de classe, délégués de classe et tout ça, et c'est eux qui prenaient toutes les initiatives et tout. J'ai vécu une seconde très difficile, très très difficile, parce que je ne me retrouvais pas. D'abord, le niveau était différent. À l'époque, la plupart des professeurs au lycée étaient des professeurs agrégés. Donc, il y avait une exigence du point de vue du cursus beaucoup plus élevée que j'avais à Notre-Dame, où c'était des religieuses qui n'avaient peut-être pas nécessairement, qui n'avaient pas du tout ce niveau. Et ma première année, je tombais des nues parce que je disais, c'est pas possible. J'étais habituée à être la première. Et là, j'arrive, il fallait que je sois derrière. Et j'ai toujours en souvenir, une fois, on a fait un devoir d'anglais. Quand j'en parle encore, je le vis. Apparemment, j'ai rien compris. Et la dame m'a mis un zéro. J'étais dans tous mes états, j'ai été la voir. Je lui dis, mais pourquoi? Ça m'est jamais arrivé. Elle m'a dit, non, mais vous n'avez pas compris, vous avez été complètement à côté. Ouais. Alors, bref. Et petit à petit, j'ai vu que c'est eux qui faisaient. J'ai pu m'en sortir avec le sport. Parce que dans le sport, une fois qu'on était sur le terrain, surtout en plus comme il n'y avait pas beaucoup de filles, on jouait avec les garçons. Et petit à petit, on s'est forgé, ça aussi, ça m'a aidé à démystifier le fait masculin que c'est eux qui ont la force, ils sont plus intelligents et tout ça, parce qu'on les battait, parce qu'on arrivait à se mettre au même niveau. Et c'est là un des gros problèmes que je vois jusqu'à présent. Le fait que les filles, on les encadre à être des femmes, surtout des séductrices au Sénégal, et on t'apprend seulement, quand je parle, tout le monde trouve que je suis agressive. Parce que je parle avec cœur, je parle, bon, moi je suis comme ça. Et beaucoup de gens qui ne me connaissent pas disent, elle est dure, elle est dure. Je ne suis pas dure, mais je ne parle pas comme les Kinangadef. Allô, ça va? Je ne parle pas comme ça. Et alors, du coup, tu apparais. Mais ça a dû venir justement du fait que, inconsciemment, j'ai dû me battre pour être avec des hommes, faire comme eux, etc. Et ça m'a forgé une certaine personnalité où je n'ai pas ce complexe-là. Et il y a un danger quand même à être des femmes seules. Parce que l'encadrement, le jour où on aura un encadrement féministe, ce sera complètement différent. Parce qu'à ce moment-là, dans l'encadrement qu'on va donner au collège ou au lycée de filles, on va leur apprendre à être self-confident, à avoir confiance d'elles-mêmes, à se valoriser, même dans un milieu d'hommes, parce qu'il faut un moment qu'il y ait la possibilité d'interagir avec les hommes pour savoir ce qu'on mérite ou pas. Et c'est là où le sport, je crois, peut apporter beaucoup. Parce que tant qu'il y aura un complexe par rapport à notre corps, on ne peut pas parler parce qu'on croit que si on n'est pas, j'ai aimé tout à l'heure, vous dites je ne me maquille pas. Moi, il m'arrive des fois, je sors le matin, ça ne me, c'est pas un problème pour moi, je peux sortir. On me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que les gens sont habitués à ce que la femme sénégalaise ne se montre que lorsqu'elle est parfaite. Parce que c'est une séductrice, elle est faite pour séduire essentiellement. Et c'est peut-être pour ça que vous avez raison. Et à la fois, il faut être vigilant de ne pas tomber, comme je vois les écoles soi-disant de filles, on vous apprend à faire la génuflexion et autres. Bon, c'est évident que c'est un peu dépassé. Et ça, c'est des choses à revoir. Alors, mon féminisme, de manière claire, n'est pas venu comme ça. J'ai vécu dans ce milieu où, peut-être parce que j'étais exceptionnelle, on ne m'a jamais contrecarré d'une manière ou d'une autre. Souvent, on ouvrait des pistes dans les mouvements âme vaillante. Au contraire, on développait le leadership.
Et il y avait une forme d'égalité, bon, factice peut-être, mais je ne l'ai pas vécue comme telle. Mais c'est en allant en France que pendant le mouvement de 68, j'ai commencé, bon, parce que 68, c'était vraiment une explosion d'idées dans tous les sens. Et j'ai assisté à des campus sur les femmes. Et les premières féministes françaises, qui est devenu le MLF, le Mouvement de libération des femmes, c'est là où je les ai entendues. Alors, tout ce que je vivais avant, que j'avais vu dans ma propre famille, parce que souvent je disais à ma mère, tu exagères, tu te laisses trop faire par mon père, mais pour moi c'était presque évident. Tu vas au catéchisme, on te dit la femme est comme ça, etc. Et là, j'ai entendu une explication sur l'origine du patriarcat, de la différence entre les hommes et les femmes, la discrimination à l'égard des femmes. Ça a fait un tilt. Parce qu'à ce moment-là, je commençais à me familiariser à la formation politique. Donc j'avais des outils qui me permettaient d'analyser un système, une situation, etc. Et voilà qu'enfin j'entends pourquoi les femmes sont comme ça, parce que. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Donc j'ai pris contact avec les femmes du MLF. À l'époque, elles avaient une librairie dans le quartier latin. J'ai commencé à fréquenter, à aller là-bas, voir, à lire les ouvrages et tout ça. J'ai dit, j'ai compris. Et comme on avait aussi à l'époque, en tant qu'étudiants sénégalais, à l'intérieur du mouvement étudiant, il y avait des groupes, à l'époque on était très idéologiques. Il y avait ce qu'on appelait les pro-soviétiques, les pro-chinois. Et chaque groupe avait des séances de formation avec les profs de philo qui étaient là-bas des Sénégalais. Et on a commencé à étudier le marxisme. Et c'est comme ça que j'ai lu Engels. J'ai dit, mais voilà mon truc. Donc, si ce sont les hommes qui l'ont créé, on peut changer. Parce que la problématique, c'était comment on va changer, on ne savait pas comment le faire. Et c'est là où vraiment j'ai fait le lien entre mon engagement politique et mon engagement féministe. À ce moment-là, c'était difficile parce que dans le milieu politique, les gens comprenaient, on luttait contre le système néocolonial, il fallait le détruire, on luttait contre l'impérialisme et tout ça, mais on ne parlait pas des luttes ou des divergences qu'il pouvait y avoir dans les relations hommes-femmes. On fustigeait le fait que dans les partis qui étaient quand même constitués d'intellectuels principalement, c'est nous les femmes qui étions dans la cambuse. Et eux, les grands théoriciens, c'était les hommes. On a commencé à contester, à dire, mais il y a un problème là, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et à ce moment-là, dans le milieu francophone, il n'y avait pas beaucoup de littérature. Il y avait le MLF qui s'était orienté de plus en plus vers des formes de lesbiennes, des choses comme ça, qui nous gênaient parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on pouvait faire ici. Et il y a eu du Canada, le Canada francophone, des femmes, des féministes qui ont commencé aussi à écrire, à élaborer tout ça. Et c'est vraiment en faisant la jonction des deux que nous, on s'est dit, à l'intérieur du parti, on va mener le combat. Alors on a commencé, sur tous les points, il fallait contester et dire « et les femmes ?» Et les gars nous disaient « mais non, les femmes, on va régler votre problème après la Révolution. » On leur dit « non, il faut préparer parce qu'on a des programmes de prise du pouvoir, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le pouvoir, c'est à la fois les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'on va faire pour les femmes? » Et c'est là où on a commencé la contestation. Ça a été très dur. Très, très, très dur. Parce qu'on était censé partager cet idéal, cette vision d'une société qu'il fallait transformer de manière profonde par la Révolution. Et la Révolution s'arrêtait devant la porte de la maison. Parce qu'on ne touchait pas le ménage, on ne touchait pas le couple, la relation homme-femme à l'intérieur de la famille, etc. On ne contestait pas la famille et on ne parlait pas du patriarcat. Or, le patriarcat, c'est un système idéologique qui s'est imbriqué facilement, que ce soit dans la féodalité, que ce soit dans le capitalisme naissant ou le néolibéralisme. On retrouve toujours les mêmes structures de pensée, d'organisation, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé la critique. Les gars nous en ont fait voir de toutes les couleurs. Mais le plus dur, ils ont monté les femmes contre nous. Donc on s'est retrouvés des parias et ils disaient « ouais, c'est des petites bourgeoises,
parce qu'elles ont toutes des super jobs, elles ont leur voiture, etc. Vous voyez, elles ne sont pas liées aux masses, etc. Et ça a été une grosse bagarre. Et on s'est dit, on n'y arrivera pas ici. Il faut sortir et créer un mouvement autonome. Et c'est comme ça que, donc nous, de And de Dieuf, on a formé un petit noyau de réflexion, on a élaboré des textes en disant pour mieux expliquer ce qu'on voulait faire. Et on a contacté des femmes d'autres partis politiques parce qu'on voulait que ce féminisme-là soit politique aussi. Ce n'était pas un féminisme gna-gna. Et il fallait surtout que les gens acceptent que le nœud gordien, c'était le patriarcat. On a contacté tous les partis politiques parce qu'on a dit, en tant que femme, il y a des sujets qui nous concernent tous, qu'on le veuille ou non, notre corps. À l'époque, il y avait un livre célèbre qui s'appelait « Notre corps nous-mêmes », qui était sorti par des Américains qu'on avait traduit et qui, pour une fois, expliquait vraiment pourquoi le corps était important. C'était à l'origine, d'ailleurs, comme on dit, de tous ces mouvements LGBT, des choses comme ça, parce que c'est la fois où on a découvert le clitoris. Et on disait, le clitoris, c'est tout. Et ça a créé aussi un débat avec nous par rapport aux mutilations génitales. Voilà. Et nous, on a décidé qu'il fallait créer ce mouvement. On a contacté les filles. Au début, tous les partis politiques sont venus et quelques individualités. Mais elles ont cru que c'était une pratique de notre parti And de Dieuf pour essayer de ramener toutes les femmes des autres partis vers nous, alors qu'à l'intérieur, on était contestés. Ce qui fait que certaines sont parties, mais on est resté un noyau assez consistant pour lancer le mouvement féministe, le premier donc mouvement féministe en Afrique, parce que c'était le premier qui se définissait à l'époque comme féministe, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, parce que ça aussi, on en parlera peut-être plus tard, etc. Et notre féminisme était radical. On voulait transformer la société patriarcale, qui était un système idéologique de pensée à la fois sur le plan politique, économique, social et culturel et religieux. Alors ça, bien sûr, ça nous a valu des volets de bois vers des hommes, c'était acceptable, mais de toutes les associations féminines qui existaient à l'époque, qui étaient plus des associations qui parlaient de l'émancipation de la femme. Avoir accès à l'école, à la santé, pouvoir se marier de manière moderne, donc les lois sur le code de la famille et des choses comme ça, ça s'arrêtait un peu à ça. Et en disant, petit à petit, on va arriver à ça. Donc nous, on a amené un féministe qui disait, non, ça c'est rien. Ça, c'est le pas de la porte, mais il faut rentrer jusque devant et contester le pouvoir patriarcal. Donc la notion du pouvoir est apparue à ce moment-là. Donc voilà comment je suis arrivée au féminisme. Et pour moi, le féminisme, ce n'était pas une affaire théorique. Parce que beaucoup de gens en ont fait une affaire théorique. Tu vas loin. Nous, dès le départ, comme on était des militantes politiques, on dit qu'il faut s'engager à mobiliser des femmes, à former, à conscientiser des femmes pour qu'on devienne une armée de femmes qui va contester le pouvoir masculin. À l'intérieur maintenant d'un cadre politique, bien sûr, parce qu'on n'adhérait pas au contexte politique qu'on qualifiait de néocolonial. Donc voilà un peu ce qui faisait la spécificité de notre mouvement. Et beaucoup de femmes ont pensé que c'était trop politique et n'ont pas adhéré, mais ont beaucoup profité du fait qu'on était tellement vocal. On organisait des conférences, les gars venaient, il y a eu des bagarres, mais vraiment sur le plan verbal et théorique, il y a eu un moment des religieux qui nous ont attaqués. Je vais déjà dans la partie. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Il y avait une intensité dans les idées et finalement, il n'y avait qu'une seule télé. Quelqu'un comme Saada Khan, un jour, il a dit, mais il faut que je les invite parce que c'est des pétroleuses. Elles ont le courage de s'opposer à des hommes. Bon, il y a eu des articles, par exemple dans Le Soleil, un journaliste qui était, à l'époque, on a vu après, maintenant on le qualifierait de wahhabite, qui a écrit, qui a fait un soi-disant un documentaire sur le féminisme. Et pendant 6 jours d'affilée dans Le Soleil, il avait une pleine page. Mais alors, il disait pique-pain sur le féminisme. Ce qui était surtout important pour lui, c'était importer. Simone de Beauvoir n'est pas mariée,
Donc nous, on est contre les lois familiales, etc. Enfin, toute une série de choses qu'on disait à l'époque. Et nous, on a été au Soleil, on a occupé le bureau du directeur, à l'époque c'était Baradio, on a exigé un droit de réponse qu'on avait écrit en expliquant qui sommes-nous. Et on a dit, autant il a parlé pendant 5 jours, il a eu le temps, lui, de faire. Et le Baradio, le directeur du Soleil à l'époque, bon, c'était un homme ouvert. Il a dit, vous êtes culotté quand même. Venir dans mon bureau, j'ai dit non, parce qu'on a essayé. Et personne ne voulait nous recevoir, soit sous prétexte que, etc. On veut un droit de réponse. Et il nous a dit, vous l'aurez. Quand il a lu l'article, il a dit non, vous avez le droit. Et on a reçu à l'époque des félicitations de militaires qui ont dit, elles ont vraiment des couilles, ces femmes-là, parce qu'elles ont osé briser quand même quelque chose. Et on s'est exprimé. Et là, Baradouf a dit, vraiment, moi, je vous soutiens. Et du coup, il est venu assister à toutes les conférences qu'on faisait, parce qu'il disait qu'il fallait quand même que des hommes montrent. Et Saada Khan a décidé pour la première fois d'inviter des féministes à les émissions qu'il faisait de grande écoute. Et apparemment, il a dû faire 2 fois, parce qu'on n'avait pas terminé, il l'a fait. Donc voilà un peu le contexte, comment personnellement j'ai commencé, et j'ai amené les autres qui étaient plus jeunes que moi quand même, mais qui étaient dans notre mouvance politique, à sortir du bois et à dire, bon, maintenant il y en a marre, il faut quand même qu'on s'exprime, etc. Donc ça, c'était la partie... Mais dans le même temps, j'avais ma carrière professionnelle. Et là, il y a eu toute une période où on a créé la revue Famille et Développement. Bon, Famille et Développement, c'était en 73-74. À l'époque, j'avais été contactée par quelqu'un qui me disait il voulait lancer une discussion, une formation sur les questions d'éducation sexuelle et de sexualité des jeunes. Et il ne trouvait pas quelqu'un qui aurait pu aider parce qu'il avait l'idée de proposer un projet, mais qui était conçu comme un programme de recherche avec le CRDI, le Centre de développement pour le développement international. Donc on a organisé toute une série de discussions. J'ai voyagé dans la plupart des pays francophones pour organiser des débats avec les enseignants, les choses comme ça. Et on a fini par avoir un séminaire à Bamako qui regroupait essentiellement des enseignants, des médecins sages-femmes et quelques personnalités, pas politiques, mais du monde culturel, etc. Et ce séminaire a été vraiment le point de départ où on a dit il faut faire quelque chose pour les jeunes. À l'époque, bon, vous n'avez pas connu ça, il y avait un journal dans chaque pays, une radio, une télévision qui appartenait plus, même pas, il n'y avait même pas encore partout des télévisions, le Sénégal c'était en 74, qui pouvait parler des choses. Et on a lancé cette revue qu'on a appelée Famille et Développement. Famille parce qu'on ne voulait pas qu'on dise ouais, c'est quoi une histoire de femme, etc. Famille. Et ça m'a permis de voyager dans tous les pays francophones où systématiquement, je faisais des conférences pour les élèves, les étudiants. Ils m'invitaient pour des émissions dans les radios, etc. Et le journal a eu un succès phénoménal dans toute la partie francophone de l'Afrique parce que c'était la première fois qu'on pouvait parler de la question de la sexualité des jeunes en particulier, des questions d'éducation, de santé et des femmes. Et donc, je faisais des éditoriaux qui apparemment sont devenus célèbres parce que même ils l'ont fait passer pour des examens, le brevet. Et je crois qu'il y a eu une dictée qu'ils ont fait aussi à l'entrée en 6e. Mais ce qui était fort, c'est qu'on voulait toucher les enseignants du primaire et du secondaire, les infirmières, les sages-femmes qui étaient dans les structures médicales, parce qu'on parlait beaucoup de santé de la reproduction. Maintenant, on dit santé de la reproduction. À l'époque, on disait santé familiale. Et donc, ce journal a circulé. Une fois, j'étais en campagne électorale dans un village derrière Kédougou. Je rencontre un enseignant qui est venu avec sa pile de revues Famille et Développement qui m'a dit « c'est grâce à ça que j'ai pu tenir ». Parce que j'avais toujours vos éditos, les articles et tout ça qui m'ont permis d'animer aussi mes cours, le parascolaire et des choses comme ça.
Et c'est vrai que ça a été un moment d'éveil intense pour tous ces problèmes. Par exemple, le problème des mutilations génitales. Vous savez, ça a été le grand débat en 1975, lors de la première année internationale de la femme. Parce que quelques femmes américaines avaient découvert qu'il y avait des pratiques où on coupait le clitoris des femmes au moment où le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Notre corps nous-mêmes, était exposé et toutes les femmes comprenaient l'importance et le rôle du clitoris pour la femme dans le désir sexuel et la satisfaction de ses plaisirs. Et ça a été comment on peut enlever ce qui est à l'origine du désir de la femme, de ces trucs, etc. Et elles ont fait. Alors j'ai reçu une qui s'appelait Fran Osken, qui avait réussi à faire un petit journal à l'époque qu'elle a envoyé partout pour lutter contre les génitations. Et ça avait suscité beaucoup d'engouement financier. Il y avait beaucoup de femmes. À l'époque, le féminisme était financé essentiellement par des riches héritières, etc., qui mettaient leur argent pour financer. Et alors, elle m'appelle, elle me dit, je veux venir au Sénégal, parce que nous, on avait publié un article sur les mutilations à partir d'exemples au Burkina, etc., etc. Et elle a dit, enfin, il y a un journal qui parle de ça, je veux venir, on peut vous trouver des moyens financiers si vous lancez la lutte et tout ça. On lui a dit non, non, on ne lance pas une lutte. On fait une totalité, on a une approche systémique des problèmes, etc. Elle est venue à Dakar et on a eu une grosse bagarre. Parce que pour elle, il n'y avait que ça qui existait, tout le reste, c'était bidon. Et nous, on lui disait, mais ces femmes, qui est infibulée, qui est excisée? C'est des femmes pauvres. Donc, nous, la question, c'était de combattre le sous-développement, de combattre le néocolonialisme qui nous permettrait de prendre des lois, des mesures qui donneraient la possibilité aux femmes de ne pas subir ces préjudices. Pour elles, ça, c'était pas bon. Donc, elles sont parties fâchées et elles ont dit que moi, j'étais pour, en fait, parce que ça veut dire, si je ne suis pas leur démarche, j'étais pour l'excision et c'est après qu'ils l'ont appelé la mutilation. Alors, quand il y a eu la deuxième année internationale des femmes, nous, on a lancé le débat. Parce que parmi nous, il y avait des femmes qui avaient été excisées. Des Éthiopiennes, des Maliennes. Il n'y avait pas de Sénégalaises, mais c'est toutes des Éthiopiennes et des Maliennes. Et elles ont fait des témoignages qui étaient très forts, très très forts, en disant, vous nous donnez des complexes parce que vous nous faites croire que nous, ce qu'on ressentait comme plaisir, ça n'existait pas. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais est-ce que c'est ça qui va permettre de libérer les femmes? Et on a organisé, je crois que c'était vraiment un temps très fort de l'année internationale à Copenhague, de la conférence internationale. On a organisé un panel où il y avait plus de 2000 personnes dans un amphi. C'était dehors, les gens, ils ont dû apporter des chaises et des choses comme ça. Parce que c'était le sujet qui créait la différence entre le Nord et le Sud. Le Nord qui pensait que tout ce qu'on dit, c'était pipeau, il fallait mettre l'accent sur ça. Et elles étaient prêtes à trouver des millions de dollars pour lancer des campagnes comme elles le font à l'américaine. Et nous, on leur disait, ça ne marchera pas. La preuve, c'est que toutes les organisations qu'elles ont créées n'ont jamais fonctionné parce que ça ne touchait pas les raisons fondamentales qui amenaient les familles à exciser et à infibuler leurs filles. Donc voilà un peu ce genre d'action qu'on a mené et qui a permis l'émergence de ce qu'on a appelé le féminisme au Sénégal. Merci beaucoup, Madame Savané. Vraiment, vous nous faites l'histoire du féminisme au Sénégal et puis et même en fait, africaines, hein, parce que l'histoire du féminisme en Afrique, parce que très tôt, on voit que vous êtes connectés avec les autres, les Maliens, les Maliennes, les Éthiopiennes et tout ça, et que ça n'a pas été toujours facile. Et qu'il faut, comme vous dites, une réflexion systémique, étant donné que même si vous savez que ça, il faut lutter contre, mais il fallait trouver, il fallait le faire de la meilleure manière. Et voilà, donc vous avez réfléchi de manière globale et c'est bien, c'est vraiment stratégique. Donc vraiment merci pour tous ces détails qui nous permettent même de sauter beaucoup de questions qu'on avait prévues pour vous.
On sait que vous avez eu un parcours professionnel dans les organismes internationaux et que ces parcours-là sont souvent dans la recherche aux Nations Unies hein, pour le développement social. Vous êtes sur les femmes, mais vous êtes aussi de façon plus globale pour le développement pour la société. Hein. Donc, je ne vais pas citer forcément les différents, mais juste de façon globale, et que vous avez toujours lutté pour les gens qui ne sont pas inclus, comme pour les réfugiés et tout ça. Et puis, finalement, donc, voilà, et puis, et pour la population, voilà, différents postes aux Nations Unies, au commissariat pour les réfugiés, toujours en relation avec la recherche. Hein, et je voulais savoir, est-ce que le fait de travailler dans les organismes internationaux, ça vous a permis de défendre les lignes directrices pour lesquelles vous étiez en train de militer?